Bonjour et bienvenue dans Monter son Business Show, l'émission par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que il cristallise un peu toutes les folies autour des startups, j'ai l'impression, la fameuse levée de fonds, comment on va se financer, comment on va trouver des investisseurs. Et est-ce que surtout c'est une finalité et qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on oublie souvent de parler du mauvais côté des choses. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Rémi aussi, hein, tu vois, on est quasiment tous parfaits, hein, c'est la vérité. Salut Rémi, comment vas-tu? Salut Rémi, ça va et toi? Comment ça va Rémi? Bon, je te fais rire, c'est cool. Donc, je présente donc Rémi Perla d'Epopia. Est-ce que tu peux présenter un petit peu aux gens qui ne te connaîtraient pas encore et qui feraient cette erreur monumentale? Donc oui, je m'appelle Rémi Perla, j'ai 38 ans, papa de deux enfants et donc fondateur de la startup Epopia, où on fait des aventures par courrier postal pour faire lire, écrire et rêver les enfants de 5 à 10 ans. Donc une petite startup B2C qui a 6 ans. Alors, là, ça fait rêver quand tu expliques ça comme ça. Donc, concrètement, vous mettez des petits papiers, enfin des histoires dans des enveloppes et vous les envoyez à vos clients enfants, quoi. Ouais, les enfants reçoivent des. J'allais en train de chercher une autour de moi. Une enveloppe qui dans la boîte aux lettres et ils vont en sortir par exemple une couronne, la carte d'un royaume lointain et ils vont découvrir qu'ils ont été élus rois d'un royaume. Et après, ils doivent prendre leur stylo et écrire et poster leurs réponses. Et nous, on va adapter la suite de l'histoire à leur choix, mais aussi on va répondre à leurs questions. C'est une vraie correspondance qui est humaine et personnalisée pour chaque enfant. Alors, c'est drôle parce que la plupart des gens ont cette image de la startup ultra technologique avec aucun lien humain. Et toi, finalement, tu prends un peu le contre-pied avec ça. Nous, on a décidé d'utiliser la technologie pour rendre des supports plus traditionnels comme le papier beaucoup plus magiques, interactifs, personnalisés. Donc derrière, il y a de la techno, mais ce n'est pas ce qu'on vend, ça ne se voit pas. Mais on est quand même une startup pas mal technologique. D'accord. Donc, au fait, aujourd'hui, bah, merci d'être là. Il y a un an et demi, je crois que tu as levé des fonds. Et tu as été l'un des rares à me dire, écoute Rémi, moi je suis prêt à en parler et à dire quasiment tout. Et ça, c'est merci à toi pour ça, parce que honnêtement, j'ai demandé beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières semaines la possibilité d'avoir une startup qui vienne dans l'émission et qui dise la vérité. Parce que tu sais, quand on parle des levées de fonds, souvent, c'est enveloppé de trucs. Enfin, on voit que c'est pas la vraie histoire. Et je suis vraiment content que toi, tu aies accepté de rentrer un peu plus. Alors, tu diras peut-être pas tout, mais tu vas donner vraiment la vérité. Tu vas vraiment raconter le parcours du combattant que ça a été pour toi et que c'est pour beaucoup de startups en réalité. Et je pense que c'est intéressant et je voulais te remercier pour ça. Et déjà, explique-nous un peu le concept, enfin le moment où tu t'es dit, où on t'a obligé, c'est peut-être possible aussi, à aller chercher des fonds. Comment ça s'est passé? Mets-nous un peu le contexte, rappelle-nous un peu tout ça, s'il te plaît. Alors nous, on a en fait eu deux phases de levée de fonds. On a une première phase qui était juste après avoir trouvé le product market fit. À un moment, on a eu une croissance fulgurante et on s'est dit, bah, il faut financer cette croissance. Donc on s'est dit, bah, là, il faut aller chercher de l'argent, il va falloir embaucher, c'est parti. Et en fait, au fur et à mesure, cette première période de levée de fonds qui là remonte à 2016, on a rencontré pas mal de gens, on a eu une LOI. Et en fait, la croissance continuait. J'ai fait ma propre due diligence sur conseil d'autres investisseurs du fonds d'investissement. Et en fait, on a refusé la LOI. Et en fait, on avait tellement de croissance Alors, qu'on n'a attends, plus eu attends, besoin de lever excuse-moi de de te fonds. couper. Attention, il y a des gens qui ne savent pas forcément tous ces termes techniques un petit peu autour de la levée de fonds. Oublie pas de les expliquer rapidement à chaque fois si tu Ouais. peux. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit LOI. La LOI, donc, c'est la lettre d'intention. C'est le premier morceau où on dit OK, on va peut-être investir. On commence à rentrer en discussion sérieuse. Et limite, arrête de voir d'autres fonds. C'est maintenant, c'est avec nous. En tout cas, c'est ce que disait celle-là. Elle était avec exclusivité. Ce qui était en plus notre trip du départ. Nous, on ne voulait pas avoir une exclusivité. Mais bon, et du coup, on a eu cette première intention forte et on a refusé. On avait tellement de croissance qu'on s'en foutait. C'était pas grave. On arrive à s'autofinancer, donc c'était cool. Continuer à bootstrapper autant que possible. Bootstrap, la capacité à aller le plus loin possible avec le minimum de fonds et en restant indépendant. Et ensuite, bah, on a continué cette croissance et puis à un moment, on a commencé à atteindre un plafond de verre et, et on s'est retrouvé un peu bloqué. Et en fait, là, on s'est dit, en fait, on était en B2C, donc il y a un vrai effort marketing à faire pour aller chercher le public. Et les voies de croissance qu'on voyait devant nous, elles étaient coûteuses et on n'avait pas les moyens de financer par Ouais, les nous-mêmes. fonds que vous génériez avec vos clients à ce moment-là n'étaient pas suffisants pour aller chercher d'autres clients, en fait. C'est ça que tu veux dire. On arrivait à avoir une courbe, mais pas du niveau que nous on veut. Enfin, on est une startup, donc ça veut dire qu'on cherche quand même à scaler et aller à une vitesse beaucoup plus haute. Et on voyait bien que là, il y avait quelque chose qui nous bloquait et on avait beau tester pas mal de choses dans nos moyens, on n'y arrivait pas. Donc,
je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise pratique, mais en tout cas, on s'est dit, bah là, il va falloir qu'on cherche des fonds pour aller chercher à casser ce plafond de verre, à avoir une action peut-être un peu plus percutante. Et donc, on a développé une stratégie. C'est sur cette stratégie-là qu'on est allé chercher des fonds pour aller essayer d'accélérer encore la croissance qu'on avait à l'époque. Parce que toi, du coup, à ce moment-là, sur cette période-là, toi, ton objectif à la base, c'était quoi? C'était de créer une très grande entreprise ou c'était de créer un business sympa qui allait te faire vivre toi et quelques salariés ou tu avais des ambitions plus grandes? Alors, c'est là où nous, on se définit comme une start-up. C'est-à-dire que notre ambition, elle est d'aller conquérir le monde. Notre business plan, il est que à 8 ans, on rachète Walt Disney. Si Walt Disney nous a pas racheté entre-temps. Ça, c'est la citation complète, mais parfois la presse Là, c'est du lourd comme objectif. Là, c'est du lourd. voilà, mais oui, non, mais l'idée, c'est, enfin, nous, ce qu'on fait avec Epopia, c'est un nouveau média, donc une nouvelle manière d'interagir sur un support culturel avec un public, de tisser du lien avec des personnages imaginaires. C'est quelque chose enfin, qui a une très forte valeur, personnalisation, interactivité. Enfin, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On est les seuls à faire ça dans le monde. Et pour nous, c'est vraiment l'équivalent du premier long métrage quand Walt Disney a fait son premier long métrage, qui était animé. C'était une vraie révolution qui a changé beaucoup de choses et sur laquelle il a bâti un empire. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de bâtir l'empire ou alors que le plus gros, parce qu'en fait, c'est comme ça que l'histoire se fait en général, nous phagocyte en cours de route. On verra. Comment tu expliques que vous soyez les seuls sur ce marché-là? Parce que c'est quand même un marché qui, effectivement, fait rêver. Par contre, il y a peut-être beaucoup de barrières à l'entrée. En fait, on est sur un business qui est très compliqué. Il est très compliqué parce que déjà, ça intéresse que les doux rêveurs et les doux rêveurs, ils voient le truc de base, on va envoyer des courriers, ça va être cool, mais ils ne voient pas la complexité derrière, notamment le besoin technologique. Moi, j'ai eu la chance, je suis informaticien, donc du coup, j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait scaler un tel système. Et ça vient pas de base. On a déjà eu plein de concurrents qui sont morts très vite parce qu'en fait, ils ne voient pas comment le faire à grande échelle. Et puis derrière, en fait, bah, on est un peu, je compare souvent ça à Amazon. Amazon, c'est et de la logistique, parce qu'ils envoient quand même des trucs, et de l'informatique qui permet de proposer, de vendre en ligne. Voilà. Mais nous, on Et est un Amazon. support client des malades. Ouais. Et nous, on est Amazon qui, le premier jour, en plus de vendre des livres, écrivait ses propres livres. Donc, on fait et de la logistique, et de la créativité, et de la technologie. Donc, triple défi, et on peut se planter sur aucun des trois, sinon ça ne marche pas. Donc, on a un niveau de complexité qui est quand même assez ouf pour une startup. On n'est pas une pure technologie ou une pure créative. Enfin, on est. Ouais, puis en plus, créateur de contenu, c'est difficile parce qu'effectivement, il faut que le contenu plaise, il faut que tu arrives à trouver des histoires de qualité, que tes clients. Parce que du coup, les clients, ils restent combien de temps en général? Parce que du coup, c'est les enfants, les vrais clients finaux. Alors, les utilisateurs finaux, ouais, c'est les enfants, mais après, nos clients, nous, on B2C, mais c'est les parents, c'est la famille, parfois les écoles qui achètent des abonnements. Ça va durer, alors après, ça change. Enfin, il n'y a pas une durée type, mais on va être sur des 3 mois, sur des 6 mois, sur des 1 an. On en a qu'on a gardé 3, 4, 5 ans. Le but, c'est naturellement d'avoir un produit qui soit assez entraînant pour les garder le plus longtemps possible. La retention is king. La rétention, d'ailleurs, ça doit être compliqué, effectivement, parce que l'enfant évolue et peut-être que voilà, si les parents qui lui ont offert ça n'ont pas d'autres enfants, peut-être que derrière, tu perds le client au moins pour un moment, quoi. Avant qu'il en Ah, C'est parle là, peut-être. c'est Ouais. là où, contrairement à Amazon, il faut qu'on produise, et il faut qu'on produise encore et encore, et qu'on amène quelque chose qui permette de, quand il finit une histoire, de repasser sur une nouvelle, et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Là où Amazon, il y a un fond qui est immédiatement accessible. Donc oui, c'est plusieurs courses contre la montre à la fois. D'accord. Et donc, du coup, là, cette deuxième levée donc, qui a eu lieu il y a 1 an et demi, là, quel était le contexte? Donc, du coup, on arrive à. C'est là que tu te rends compte que ta croissance, tu n'arrives plus à la financer comme tu le voudrais. Et c'est là que tu te dis, il faut que je fasse une deuxième levée? C'est à ce moment-là? Tout à fait. On est toute fin 2017, début 2018, et on se rend compte que oui, on n'y arrivera pas avant la fin de l'année. Il faut qu'on ait levé. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est souvent le cas. Après, en général, dans la levée de fonds, à un moment, ça devient une course contre la montre. Et tu l'as fait ou tu meurs. Parce qu'à un moment, si la croissance n'est pas suffisante, bah, ça ne fonctionne pas. C'est une startup, elle se finance sur la croissance. Donc effectivement, on a projeté, on a vu le mur arriver, on s'est dit ok, il y a du potentiel, on a une stratégie, il y a une capacité à entraîner des investisseurs avec nous pour y croire et tentons notre chance. C'est comme ça qu'on s'est lancé au Et démarrage. c'est aussi parce que tu avais envie d'un développement à l'international ou c'est venu après le développement international? Alors on avait déjà envie parce qu'on était déjà sur cette base-là en amont, mais pour nous, avant d'aller international, il fallait d'abord qu'on solidifie, qu'on consolide vraiment notre marché actuel, qu'on puisse se reposer sur un marché solide avant d'aller international, et pas qu'on court de lièvre à la fois.
C'est quand même plus simple de scaler un business qui a trouvé son modèle et qui est stable et qui fonctionne et qui sait comment aller chercher ses clients que de scaler un modèle qui n'est pas encore. En général, c'est partir au casse-pipe. Donc, on s'est dit non, on va d'abord essayer vraiment de consolider, de trouver les clés de marché avant d'aller chercher l'international, qui donnera sûrement lieu à une deuxième levée de fonds, un deuxième tour. D'accord. Et donc, tu avais besoin de combien à ce moment-là, à peu près? À peu près, pour financer notre stratégie, il fallait un demi-million, donc 500 000 euros. Ce sur quoi, nous, on s'était dit, de toute façon, on va appliquer d'abord la règle de base qui est, va toujours chercher plus que ce que tu as besoin. Parce que le temps que tu le cherches, en fait, le besoin aura évolué. Et finalement, ta stratégie va coûter 2 fois plus cher que ce que tu avais prévu. Donc, il faut aller chercher plus. Donc, on est parti assez rapidement sur une hypothèse de 700 000 à 1 million d'euros. Et à cette époque-là, à combien était valorisée l'entreprise? Alors, à cette époque-là, on n'avait pas de valo vu qu'on n'avait jamais fait une levée de fonds. Tu l'as estimé quand même? Parce que j'imagine qu'on te l'a demandé quand même, une estimation au moins de ce que vous aviez déjà, quoi. Ça a été très vite un sujet avec les fonds. C'était c'est quoi votre valo? Moi, très vite, j'ai appliqué une stratégie. De toute façon, tant qu'on n'a pas d'acheteur, on n'a pas de valo et ça ne veut rien dire la valo. Enfin, c'est quand même une donnée qui n'a pas beaucoup de sens, surtout quand on est en début de parcours. Ouais. Mais en début de parcours, on projette sur combien est-ce qu'on pourrait faire d'argent plus tard. Oui, on va toujours tirer les dés et avoir des courbes de folie. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, au final, la valorisation, c'est le prix que l'acheteur est prêt à mettre sur la table. Donc, nous, on a fait plutôt le calcul inverse, c'est combien est-ce qu'on est prêt à donner de capital. Et donc, du coup, vu le montant qu'on veut lever, combien ça donne comme valo, et on va le faire dans ce sens-là et pas à l'inverse. Et donc, on s'était mis une fourchette entre 20 et 30%. D'accord, pour toi, 700 000, ça représentait entre 20 et 30% des POPIA à ce moment-là. 700 000, 1 million, 20 à 30%, quelque chose dans cette zone-là. Et après, on était très ouvert à la discussion. Et il y a des investisseurs avec qui ça a été une discussion. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on n'était pas capable de poser notre valo. Alors que pour moi, la philosophie, c'était qu'en fait, la valo, on s'en fout. L'important, c'est pas la part du gâteau, c'est la taille du gâteau. Ouais, mais non, mais parce que, en fait, c'est pas dans la valorisation que va jouer l'histoire. Elle va être dans le reste des termes, dans la confiance qu'on va créer, dans ce qu'il y aura dans le pacte d'actionnaires. Et la valo, au final, si derrière ça nous fait avoir un gâteau énorme, qu'est-ce qu'on s'en moque en fait d'avoir filé 20 ou 30 ou 45? Est-ce que ça change vraiment le game? Ça, c'est ta vision d'entrepreneur, mais en tant qu'investisseur, bien sûr que ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, tu as raison. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu as tort. Oui, non, évidemment, si tu deviens l'entreprise que tu as prévu de devenir, que j'ai 20 ou 30, bon, je préfère avoir 30, évidemment, mais même avec 20, je m'en contenterais. Par contre, c'est vrai que la vision d'un investisseur, souvent, malheureusement, et ça change un peu, mais c'est souvent le cas, c'est de sortir en 3 ou 5 ans et de faire des x10, fois plus sur son capital, tu vois. Donc, forcément, il y a des. Comment dire? Il a besoin d'avoir au moins une estimation de la valorisation. Je le comprends. Après, je comprends ton point de vue aussi, qui est tout à fait légitime également. Mais c'est marrant, parce qu'on voit les décalages entre quand tu parles à des investisseurs et quand tu parles à des entrepreneurs, tu as vraiment un certain décalage qui est assez intéressant. Après, et donc, du coup, juste là-dessus, parce qu'effectivement, nous, moi, j'ai pris le parti de faire une valorisation technique. On l'a valorisé d'une manière technique. Mais c'est vrai que, première levée de fonds, moi, on s'était posé la question de cette valo. Et en fait, j'ai fait comme tous les entrepreneurs, je suis allé voir les autres entrepreneurs qui avaient levé en disant c'était quoi ta valo à ta levée? Et vous en étiez où exactement? Alors, du coup, tu crois que moi, ça sera quoi? Et alors, naturellement, ceux qui ont levé te disent toujours ah non, mais vas-y, valorise plus haut, valorise plus haut, valorise c'est plus pas haut. naturel, hein, c'est vrai. Mais sans avoir vu un dossier. Et en fait, sans savoir, enfin, en fait, tout ça, ce n'est que des dés jetés. Il y a pas un truc un peu. Enfin, ça repose sur du vent. Et donc, une fois que tu en as conscience, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai du mal, je trouve ça prétentieux de dire allez, on débarque, on vaut 5 millions. Et après, à un moment, les gens vont dire mais pourquoi? Ah, parce que naturellement, on a été notre folie, on va conquérir le monde. Ouais, mais ça, c'est du vent. Non, c'est du vent. Et quand on a conscience, c'est chaud. Non, je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi, en ce moment, j'accompagne une boîte qui s'appelle Fructify, que je salue, qui est dans les crypto-monnaies. Et justement, on a travaillé sur la valorisation, parce que lui, il veut faire sa première levée de fonds et je l'accompagne pour ça. Et en fait, on est rentré dans des détails un peu plus réels, justement, pas de fictif. Je lui ai dit, écoute, quel est ton chiffre d'affaires sur l'année? Qu'est-ce que tu as déjà investi au niveau de ta plateforme? Parce que lui, il a créé une plateforme technique, il a sécurisé. Tu sais, il y a plein de problématiques avec les crypto-monnaies, il faut sécuriser de manière un peu folle. Voilà, combien ça t'a coûté, tous ces prestataires qui ont travaillé pour toi, tout ce que toutes les formations que tu as suivies toi pour pouvoir progresser dans ton domaine, tu vois. On a cumulé tout ça. Et on a eu un chiffre qui nous a été, qui est sorti, qui était assez intéressant, et ça nous a permis de pas dire juste au doigt mouillé, ça vaut ça, tu vois. Et je pense que ça aide beaucoup, mais peut-être que dans ton cas, c'était plus compliqué, effectivement. Je sais pas, on avait déjà pas mal de vie, on avait déjà 4 ou 5 ans.
Si on devait comptabiliser tout le travail qui a été fait en amont, ça donne des sommes folles. Et ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'au final, on investit surtout sur la valeur que ça va créer, et pas sur la valeur. Enfin, la valo, c'est plus combien ça va valoir, enfin, quelle est la perspective et la confiance qu'on a dans l'avenir, plutôt que qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. On peut avoir bossé pendant des années, avoir un produit qui a coûté 2 millions à développer, mais au final, personne ne veut l'acheter, il n'y a pas de marché et il vaut pas de job. Enfin, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais là, nous, on a cumulé effectivement le fait qu'il y a eu ce travail et qu'il y ait des clients qui aient signé. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça reste un sujet. C'est comme quand on il n'y te a pas dit, de. projette-toi, fais une projection sur 5 ans. Ouais, ok. Enfin, oui, bah, je te dis que je vais faire 4000 clients. Et comment tu sors ça, quoi? Tu sors ça de ta casquette, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu as eu quoi d'autre comme problématique? Donc, à ce moment-là, tu décides, il faut qu'on aille chercher 700 000. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process que tu as mis en place et combien de temps ça a duré? Ça peut être super intéressant. Alors, je réponds tout de suite à la deuxième question. On était parti en une levée de fonds, ça met à peu près 6 mois. On a mis un an. Donc on était content. On était content de s'être pris en avance. Il faut partir avant d'avoir le besoin, parce que si on avait attendu d'être à 6 mois de l'échéance pour dire bah il faut 6 mois pour lever, allons-y, bah on n'aurait pas réussi. Donc on est parti 6 mois plus tôt, donc on est parti un an plus tôt alors qu'on savait qu'on avait un an devant nous et qu'il fallait 6 mois et on était bien content parce que vraiment il a fallu cette année et pour le coup c'est vraiment alors là c'est pas un cas typique, hein. Nous on était une levée difficile parce qu'on est un projet très atypique, parce qu'on rentre difficilement dans les tests d'investissement des fonds d'investissement. C'est quand même un truc un peu bizarre. On est culture tech, tech, on est B2C, c'est vraiment pas un truc facile d'investir. Et en plus, on avait une croissance qui avait ce plafond de verre là. Alors en général, on finance aussi une traction. Et Ouais, nous, là, vous étiez en la train de traction, elle s'était stagner ou vachement vous êtes en affaiblie. train de faire? Ouais, vous Et stagnez. donc, on n'avait pas non plus la métrique de folie qui fait que, allez, de toute façon, on ne sait pas trop, mais on paye pour voir parce que vu l'attraction, ça va y aller. Donc, il fallait avoir d'autres choses derrière. Et donc, c'était pour le coup un dossier compliqué. Donc, j'en fais pas, faut pas en faire une norme. Mais bon, en vrai, c'est compliqué. Lever des fonds, même quand on avait des belles métriques, faut juste, à moins de faire zoom au plein moment du confinement, où là, tous les fonds, tous ceux qui faisaient des trucs pour le travail à distance, sont tous les fonds qui les ont contactés en mode hey, on veut vous financer. Mais sinon, en général, ça marche pas trop comme ça. Ou alors, il faut être dans le jeu du bullshit bingo. Je fais de l'IA, je fais des deep learning, je fais du machin, je fais de la crypto au moment où c'est le truc où tout le monde veut investir là-dedans. Et même parfois, il n'y a pas grand-chose derrière. Bon, voilà, Même dans ces cas-là, c'est pas toujours si simple, hein, je peux te confirmer. ouais. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments, des fois, tu as une boîte qui arrive au bon moment, qui a les bons chiffres, qui a les bons trucs qui font rêver. Du coup, les gens sortent le carnet de chèques. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Et dans la plupart des cas, c'est long. Moi, j'en ai accompagné pas mal des boîtes et la plupart ont mis entre 8, 9, 12 mois, parfois 15 pour arriver à lever les fonds demandés. Et parfois, ils n'y sont pas arrivés du tout. Tu as contacté à peu près combien de fonds? Tu es resté franco-français ou tu es un peu ouvert à l'étranger aussi? Euh, J'ai contacté très peu de fonds à l'étranger, mais sur la fin, on a commencé aussi à y aller parce qu'on était un peu trop désespérés. Euh, donc on est allé vers l'Angleterre, on est allé vers le Luxembourg, on est allé un peu vers. Voilà, alors très tôt, on était aussi un peu vers la Suisse, mais c'était des choses très ponctuelles. Mais non, comme on a un dossier, on a un produit qui pour l'instant n'existait qu'en français, qui était sur un marché francophone, c'était assez compliqué à vendre en anglais sans avoir le produit. Donc, on a d'abord visé principalement des fonds français. On a visé d'abord, au départ, d'abord j'ai liquidé mon propre réseau, donc tout mon agenda, tous les numéros que j'avais, toutes les intros que j'avais déjà. Donc d'abord, on commence par aller voir là où on a des entrées, où on connaît déjà les gens et où au moins on pourra avoir vite, prendre le pouls assez vite. Et ensuite, on a visé les fonds qui pouvaient être le plus orientés vers notre domaine. Par exemple, nous, sur la partie EdTech, bah, il y a du capital. Donc, du capital, typiquement, il fallait qu'on aille les voir. Euh, donc voilà, on a visé. Et après, au bout d'un moment, bah, on a élargi. En fait, on a commencé à devoir être focus sur tout ce qui était le plus logique. Et après, de fond en fond aussi, parce que vous avez des tonnes de refus, mais vous partez pas que sur un refus. Vous partez sur un OK, mais alors c'est qui qu'il faut que j'aille voir? Et tu peux me faire une intro. La règle, c'est si tu te prends un nom, tu te prends une autre, ça t'ouvre une autre porte. Il ne faut jamais se laisser fermer une porte. Il faut toujours mettre un petit pied dedans et essayer au moins que ça en ouvre une autre. Et comme ça, on arrive à bondir de fond en fond, d'avoir d'intro en intro et donc d'arriver à chaque fois à avoir d'autres rendez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Ouais, c'est clair. Et du coup, comment tu présentais les choses? Donc, tu avais un deck, tu avais une présentation, tu essayais tout de suite d'avoir la personne en ligne et au téléphone. Comment tu t'y es pris, toi?
Alors, moi, j'ai appris aussi, ça, c'est des choses qu'on apprend, enfin, tout le monde, ceux qui ont écouté les pitchs, notamment de Jean de la Roche-Brochard, de Kima, savent ça. Allez-y avec une intro, ne lâchez pas juste un mail sur les sites des fonds, parce que ça tombe, c'est les stagiaires qui les liquident aux trois quarts. Si vous avez une intro, vous aurez un rendez-vous dans 80% des cas. Donc, ayez une intro. Donc, c'est pour ça que d'abord, j'ai cherché vraiment le carnet, voilà, tout ce qu'on pouvait avoir de sérieux. Et ensuite, et en fait, l'autre manière, quand on n'a pas des intros, eh ben, il y a une manière d'avoir des intros. En fait, c'est d'être accompagné. Si vous êtes accompagné par un leveur de fonds, en fait, le leveur de fonds, il va faire comme vous. Il va appeler tous les fonds et il ne les connaît pas forcément. Il n'a pas bossé avec tous. En plus, j'étais en province, donc on avait un leveur de fonds de province, il ne connaît pas tous les fonds parisiens. Mais c'est pas grave. Quand c'est un mec qui est leveur de fonds, qui contacte le fonds en disant j'ai un dossier qui va vous intéresser, et ben, il engage sa propre responsabilité, il engage sa réputation, c'est-à-dire que si jamais il amène de la merde, les fonds plus jamais vont lui ouvrir la porte. Donc, il fait office d'intro. Et quand c'est pas toi qui viens en disant mon truc est génial, regarde-le, mais que c'est un mec qui dit j'ai un dossier intéressant pour vous, et ben bizarrement, Ouais, ça fait une il a intro. déjà écrémé normalement. Mais en plus, ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui vous conseille, même si les gens ne connaissent pas, ça reste une intro de quelqu'un du milieu qui s'engage un peu. Et donc, en fait, ça fait que vous avez les rendez-vous quasiment systématiquement. Et Ouais, donc, voilà, si vous n'avez exactement. pas de réseau, ayez un leveur de fonds. Et le leveur de fonds, il vous sert d'abord à structurer le dossier d'une part, mais aussi à vous ouvrir les portes. Bah, c'est un peu ça, ouais, ce qu'on fait. C'est vrai que l'avantage, c'est quand tu as quelqu'un qui connaît un peu, voilà, Jean-David Chamboredon d'Isaïe, Jean de la Roche-Brochard de Kima, etc., que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois dans l'émission, bah, automatiquement, c'est plus facile parce que tu passes. En fait, c'est un peu le concept de il faut passer la secrétaire, quoi. Faut pas. Le barrage Sinon, secrétaire. dans la plupart des cas, j'exagère, tu vois, mais c'est un peu l'image qu'on avait à cette époque-là, tu sais, quand tu voulais appeler un directeur il y a 15-20 Ouais. ans, tu savais que la secrétaire était là pour t'empêcher d'accéder au mec, quoi, ou à la meuf, on s'en fout. Et ça, c'était assez fou. Et je pense que c'est exactement la même chose. Donc, toi, tu as utilisé ça, du coup. Ouais, ouais, complètement. Et c'est vrai que, alors moi j'ai de la chance, mon projet, même s'il est borderline sur la plupart des tests d'investissement, il est tellement chelou que les gens se disent, non mais il faut que je vois ce que c'est. C'est trop bizarre, c'est pas possible que ce soit ce que j'ai compris que c'était. Et donc, les gens sont prêts, alors ça coûte aussi du temps pour nous, hein, mais les gens sont prêts à nous rencontrer ne serait-ce que pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière et comment un tel truc peut marcher. Attends, mais les Donc, mecs, ouais. ils envoient vraiment des histoires en papier à leurs clients. Qui c'est quoi cette Et connerie? ils en ont des dizaines de milliers, mais comment c'est possible? C'est pas scalable un truc comme ça, mais comment ils font? Et donc, ouais, on a les rendez-vous. Et ça, c'est cool. Ça, j'avoue que d'ailleurs, même le leveur de fonds lui-même en revenait pas, quoi. Il disait, mais Surpris. c'est fou le taux de rendez-vous qu'on a, le taux d'accord qu'on a. Et sorti des premiers rendez-vous, les gens ont des étoiles dans les yeux. Parce que enfin, ce qu'on fait est en soi, là je le dis en toute modestie, mais parce que c'est vraiment ce que les gens renvoient, ce qu'on fait est beau, les gens ont envie d'en être, c'est une belle aventure, on éduque, on revient au papier, on porte des tonnes de valeurs qui sont hyper positives et on a un petit succès et vraiment, les gens ont envie d'en être. Mais là, Et donc, peut-être les premiers après. rendez-vous, en plus, c'était vraiment ouf, quoi. On avait toujours Ouais, voilà. ça pétillait à fond, quoi. Les gens étaient là, ah ouais, ouais, on en reparle et tout, machin. Alors, on étudie le dossier et tout, on se fait un deuxième rendez-vous et tout. Donc, on avait toujours en plus un premier contact qui était hyper fort, quoi. Mais Et après, bon, tu es peut-être retombé dans la réalité, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre je kiffe ton projet, c'est génial, on va faire un deuxième rendez-vous, et je deviens vraiment investisseur, quoi. après, il y a, alors là, je suis pas du bon côté de la barrière, mais après, il y a à un moment, il faut aller voir le reste du fonds et le board et se mettre d'accord et tout le monde présente son dossier, il faut le défendre. Et comme on est toujours très borderline de la thèse d'investissement, qu'on a des chiffres qui n'étaient pas magiques dans tous les domaines, je pense que c'est un dossier qui est dur à défendre. Donc certains, je pense, très vite abandonnaient de le défendre, d'autres le défendaient, n'y arrivaient pas, et certains réussissaient à le défendre jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on avait un taux de perte. On arrivait à avoir le premier rendez-vous, on arrivait à convaincre l'interlocuteur, et après, dans la sauce interne, là, on se perdait souvent un peu. D'accord. Et cette période un peu de premier rendez-vous, etc., elle a duré combien de temps environ, tu sais? Tu as continué tout le long du processus ou tu as segmenté un peu? J'ai commencé, on va dire, pour simplifier, au 1er janvier 2018, et j'ai dû faire des premiers rendez-vous jusqu'en septembre 2018. Après, c'était trop tard, de toute façon. Après, le temps de rentrer dans un cycle, c'était mort. Mais jusqu'en septembre encore, donc pendant 9 mois, on continuait à rentrer des rendez-vous et à. Tu as une Voilà, estimation à peu près du nombre de fonds que avec qui tu as eu un premier rendez-vous? on peut avoir quelque part un document où il y a on les a tous avec tous les rendez-vous et les retours, les machins. Enfin, on a un document de suivi de notre levée. Là, je sais pas où il est, mais Je des sais pas, c'est premiers quoi? C'est rendez-vous. une vingtaine? C'est une dizaine? C'est...
Plus? On a contacté plutôt une cinquantaine et on a dû avoir une bonne trentaine, une quarantaine, ouais, une bonne trentaine de rendez-vous quand même. Ouais. Et pour au final avoir combien d'investisseurs? Euh, Dans le tour de table, on en a 5, je crois. Je dis ça, je ne suis pas du tout attaqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. J'espère qu'ils ne vont pas voir cette émission, parce qu'ils vont halluciner. Non, je dis, c'était il y a 1 an et demi. À l'époque, je connaissais tout par cœur, à la moindre virgule. Là, maintenant. Maintenant, il n'est pas dessus, maintenant. Il attaque Disney, là, c'est fini maintenant. Non, Donc 5, ouais, d'accord. Et 5 vraiment de fonds différents ou 5 parfois de même facture, on va dire? alors, non, Alors, après, on a été dans plein de directions différentes. Aussi, d'abord, on est parti sur du venture, enfin, des fonds d'investissement classiques start-up. Ensuite, on a commencé à ouvrir aussi aux fonds de business angel. Parce qu'on s'est dit, OK, c'est peut-être plus coup de cœur, alors plutôt peut-être aller plutôt vers des particuliers et des business angels. Et en parallèle, on a aussi assez rapidement ouvert vers du corporate. Et notre écosystème, nos partenaires et les gens avec qui on pouvait avoir des atomes crochus assez forts. Et c'est vrai que le venture a assez mal marché. Euh, parce que je crois qu'à la fin, on en a un, deux. Mais ça a assez bien enfin, ouais, ça a été quand même assez catastrophique. Le business angel, ça c'était très coûteux en temps et ça pas non plus. Enfin, le nombre, on a aussi gardé que 2 à la sortie. Et en corporate, on en a eu beaucoup, on a eu des très gros. Ça a été assez loin et c'est là que ça a fait le plus mal parce que du coup, il y en a effectivement qui nous ont lâchés en cours de route alors qu'ils étaient chauds. C'était acté quoi. Mais au final, à la fin, on a 2 fonds d'investissement classiques, 2 BA ou fonds de BA et 3 corporate. Ça, j'ai dit 6 hein, ou 7. Enfin, ça fait un truc comme ça. Non, c'est désolé. D'accord. Ah oui, tu as bien mixé en fait. Au final, tu as trouvé des profils assez différents finalement. Bah, heureusement qu'on n'est pas resté sur un truc tubulaire et qu'on Ouais. a ouvert. Et du coup, tu nous parlais de Disney tout à l'heure. Tu les as contactés? Non, j'ai pas contacté Disney parce que j'ai pas l'ombre d'une intro que Disney France, c'est pas C'est Disney, compliqué. que je sais même pas Ouais, s'il y a un fonds corporate et ouais. ouais, c'est Non, compliqué. je Non, ne mais c'est sais sûr. même pas s'ils ont un endroit où ils ont quelqu'un qui fait de l'investissement, je ne sais même pas. Je pense, oui, oui, bah oui, quand tu vois qu'ils rachètent à tour de bras des boîtes, mais c'est vrai que c'est des boîtes qui sont d'un Ouais, calibre mais assez c'est important. pas du venture. Ils font de Non. l'absorption, Ouais, ils achètent. Ouais, ils achètent. ils achètent beaucoup, ça c'est clair. Mais Ouais. est-ce qu'ils investissent dans des startups? Je sais Je sais pas pas, du tout. peut-être que ça se passe dans l'écosystème américain, je ne le connais pas particulièrement, et donc ça, j'en sais rien. Je J'ai pense jamais que, entendu à mon parler. avis, ça doit se faire. Une boîte comme ça, je les vois mal ne pas avoir au moins une division dans le domaine, parce Je qu'en plus, comprends. c'est un domaine où il y a besoin d'avoir de l'innovation en permanence, je pense. Même s'ils n'ont pas trop de problèmes d'innovation en général, parce que quand ils en ont un, bon, bah, ils rachètent la boîte en question. Mais c'est vrai que, mais je pense quand même que. Après, en plus, ce qui est intéressant dans le cadre de Disney, pour rester rapidement là-dessus, après on changera de sujet, mais c'est que Disney cherche en permanence du contenu haut de gamme, c'est-à-dire que tu les vois. Quand tu regardes leur dernier achat, c'est des licences de fou, c'est des trucs qui ont une valeur au niveau contenu qui est incroyable. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Disney n'avait pas essayé de faire une OPA un peu agressive sur une boîte comme Nintendo, par exemple. Parce que pour moi, ça serait game changer, tu vois, dans les deux cas. Alors, je pense pas que Nintendo soit à vendre, hein, mais c'est juste pour dire, faire une petite aparté là-dessus. Je me suis toujours demandé pourquoi Disney s'est pas intéressé aux licences Nintendo, qui pourraient, à mon avis, coller très bien au domaine. Mais bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. En tout cas, c'est intéressant ce que tu disais là. Donc, du coup, tu as eu ces gens-là. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme problème pendant la négociation, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu les soucis que tu as pu avoir à peut-être des moments où tu croyais que ça allait se faire, ça s'est finalement pas fait. Comment ça s'est passé? Alors, on a eu beaucoup de déconvenus. On a eu des gens avec qui on s'entendait bien, avec qui on pensait faire des deals et qui nous ont envoyé paître. On a eu des trucs j'ai eu des petits coups de cœur, des morceaux de cœur qui sont arrachés Et pour des en bonnes cours de raisons, c'était process. vraiment des raisons un peu pas terribles, quoi. Non, mais des gens que je kiffais, avec qui on était déjà en deal, avec qui on voulait vraiment le faire et où on pensait que ça passerait. Et quand on se fait envoyer paître, on fait. Ah. Voilà. Enfin, après, c'est comme toujours dans l'entrepreneuriat, hein, le grand 8 émotionnel, il y a des moments de grand kiff et des moments de grosse loose. Bah, la levée de fonds, pour le coup, pendant l'année, c'était surtout beaucoup de grosses loose. Il y avait des kiffs quand on sortait de rendez-vous hyper motivés. Et puis ensuite, ça se finissait tout le temps en loose. Et au bout d'un moment, bah, c'est là où il faut avoir faut être tenace, quoi. Là, Parce la qu'il faut se résilience, elle est prendre importante. 20, 30 portes dans la tronche et continuer à oser aller ouvrir les portes et continuer à y croire. Ouais, ça faut être vraiment tenace, faut être résilient. C'est vraiment fort.
Mais donc, ouais, ça a été long et douloureux. Euh, on a eu, euh, on a eu des gens qui, on a eu notamment à un moment un gros fonds qui nous a dit, bah, nous on est chaud à un certain nombre de conditions, notamment le fait qu'il fallait qu'on lève 1 million. Donc on a commencé à structurer vraiment la levée de fonds autour d'1 million et seulement 1 million. On a eu des fonds qui ont dit, si vous levez 1 million, alors nous on vient aussi en plus. J'en avais deux très gros comme ça, qui étaient chauds bouillants et qui, enfin, ouais, ils nous l'ont dit, c'est bon. Du coup, vraiment, on a fait cette levée autour de ça. Après, on a eu beaucoup de gens qui étaient très très chauds mais qui ne voulaient pas prendre le lead. Et en fait, pendant longtemps, notre galère, c'était qu'on n'avait pas de leader. Les gens disaient, bah, revenez nous voir quand il y a un leader, nous, ça nous intéresse, mais il n'y a pas de lead et Ouais, on ne ça veut pas c'est prendre le lead. chiant quand tu arrives dans cette situation-là où tu as plusieurs possibles investisseurs qui te disent ouais, mais je veux pas être le premier ou je veux pas être le leader. Et donc, Ouais. du coup, bah, tout le monde dit ça. Au final, on fait comment, quoi? Bah, là, notamment, tous mes gros qui étaient prêts à mettre des demi-millions sur la table disaient, ouais, moi, je ne prends pas le lead. Donc, trouve un lead qui doit au moins mettre 1 demi-million parce que sinon, c'est moi qui suis leader. Donc, il faut. Donc, ok, moi j'y vais, mais d'abord, il faut que tu trouves. Du coup, ça te met la barre vachement plus. Tu cherches plus d'investisseurs, tu cherches un gros qui soit machin. Et en disant, enfin, là, au bout d'un moment, on cherchait plus des investisseurs, on cherchait un leader, c'est tout, parce qu'on avait déjà plein de gens dans la boucle qui étaient prêts à y aller. Et ça, c'était vraiment painful. Ouais, ça, c'était relou, parce tu sens, c'est comme as le truc qui est là, il est là, tu peux l'avoir. Il te manque une condition, et cette condition, tu n'arrives pas à l'atteindre. Et tu es là, non, ils sont là, ils m'attendent, les poches sont pleines, non. Et est-ce que quand tu as eu ce leader, ça s'est vraiment débloqué ou il y a eu encore d'autres excuses, entre guillemets? Eh ben, on a fini par avoir un leader, et donc ça c'est cool. Déjà le jour-là, on a eu un accord pour voilà, donc un fonds important qui met 1 million et qui prend le lead clairement. Et bah, du coup, les autres ont dû s'aligner. Et donc là, ça a été le moment d'aller revoir tout le monde en disant, bon, maintenant on a le leader. Et là, on a vu les dominos qui sont tombés les uns après les autres. Et pas dans le bon sens, normalement, ça entraîne. Alors non, c'était, ah oui, non, mais finalement, il faut qu'on fasse des rendez-vous. Ah bah, il faut qu'on revoie le dossier. Ah, c'est Ah, insupportable. et alors là, du coup, on commence à se demander est-ce qu'ils étaient vraiment chauds ou est-ce qu'en fait ils se disaient ils vont jamais y arriver, donc on leur dit pas non, on leur donne des fausses conditions. Et ouais, là, ça a été la deuxième déconvenue. Le problème, c'est que c'est souvent un jeu de poker menteur. C'est-à-dire que souvent, la raison qui t'est donnée, je l'ai remarqué, n'est pas forcément la véritable raison. Et ça, c'est chiant parce que je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de. Parce qu'en fait, tu sais, il y a un peu le FOMO, tu sais, le fear of missing out. Les gens se disent bon, ok, on va pas leur dire Ouais, non. Parce que si on leur dit complètement non, le jour où peut-être ils y arrivent et que nous finalement on veut y aller, bah, on aura la porte fermée. Alors que si on leur dit oui mais avec des conditions quasiment inatteignables, ça va le faire. Et puis au final, quand ils reviennent, ah bah non, mais non, mais en fait non, tu vois. Et c'est ça. c'est Alors, c'est Jean Laroche-Brochard qui dit très bien, hein, le problème de l'écosystème, c'est ça, c'est que les gens ne donnent pas une réponse franche et claire tout de suite. Et en même temps, ça a été une chance que du coup, on a continué à insister, on a fini par y arriver. Et peut-être que si on avait eu des noms, parce qu'en fait, le fait d'avoir ces oui mais ont aussi permis d'aller décrocher le leader. Parce qu'on venait avec. C'était des beaux noms, hein. C'était vraiment intéressant. Et donc, ouais, et ils se disent oui si on y va, oui si on y va. Et bah, du coup, il y a des fonds qui se sont dit ok, ça met en confiance, qui ont pu les appeler. Enfin, c'était quand même, tu, le oui mais était tu quand même peux au point que citer moi, le nom j'ai du quand même donné la leader ou pas? référence. Pardon? Tu peux citer le nom du leader ou pas? Mon leader, oui, oui, alors c'est notre fonds régional, donc c'est Capital Grand Est. Bon, après, ça, c'est public, hein, nos investisseurs, c'est public, il n'y a pas D'accord. de problème. Euh, donc, du coup, on avait vraiment fait le tour de tous les fonds parisiens et au final, on n'a pas décroché de fonds parisiens, ce qui est quand même un signe assez affolant, alors qu'on avait dans notre domaine, alors qu'on avait avec qui on était Ah, mais il y a un plutôt dans des microcosme liens. qui est complètement refermé sur lui-même. Tu sais, on en parlait avec, je crois que c'était avec Jean, justement. Il disait la problématique qu'il y a, c'est qu'on a la même problématique, en plus petit évidemment, que la Silicon Valley, qui est en train de vivre entre elles. C'est-à-dire qu'ils financent quasiment plus rien à l'extérieur. Pour eux, il n'y a que là que ça se passe, quoi. Et à Paris, c'est un peu ce qui est en train de se passer. J'espère que ça va changer parce que, il faut, bien sûr, Paris est le phare de la France et d'une partie du monde, des fois, quand on dit. Mais voilà, il n'y a pas qu'à Paris, quoi. Il faut aller financer le reste de l'écosystème, c'est super important. Après, moi, ça, je leur fais pas de procès d'intention. Pour le coup, notre dossier était difficile, hein. Donc, voilà, je comprends en tant qu'investisseur, je peux comprendre la prise de risque. Ils ont sûrement des dossiers moins risqués que le nôtre. On était un dossier très risqué, donc c'est chaud. Euh, mais le fait est que du coup, bah, on a eu cette chance-là d'avoir un fonds régional qui a joué son rôle. Pour le coup, on avait des investisseurs et on avait donné un leader et ils ont joué leur rôle vraiment de moteur de l'écosystème régional
en province, de dire non, mais on veut que des choses émergent et en plus avec des fonds intéressants qui veulent rentrer dedans et tout, il faut qu'on joue ce rôle de leader et ils l'ont assumé. Et donc ça c'est vraiment, enfin, c'est cool. Heureusement qu'ils étaient là et ça nous a bien aidé. Et donc on a eu un leader qui a débloqué. Enfin, il y a quand même, il y a des gens qui sont venus, mais par contre on a des gros qui ont dit des oui mais non. On a eu, enfin, ah non, mais entre-temps, on a eu on a un nouveau chargé d'affaires qui est arrivé, le tien est parti, donc du coup, il faut que tu le rencontres. Et du coup, l'autre était moins chaud, et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Des gens qui ont dit, oui, oui, non, on est chaud, mais en fait, c'est un peu trop tôt pour nous. Donc, nous, on aimerait bien que vous faites votre levée, c'est cool, vous levez votre million, mais laissez une fenêtre d'investissement. Nous, dans les 6 mois qui suivent, on se positionne. Ça, comme ça, j'en ai eu 2 gros. Et maintenant que j'ai besoin de toi, c'est pas dans 6 mois. Ouais, et on en a 2 comme ça qui étaient chacun pour un demi-million qui ont dit, mais nous, on se positionne, on ne peut pas se positionner dans ce délai-là. C'était encore une espèce de oui, mais on va voir vraiment s'ils le font et on verra dans 6 mois si on a encore envie, ou je ne sais pas si les métriques sont bonnes, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Et ils nous ont repoussé ça à 6 mois après la levée, donc on a dû faire plus des clauses de levée non close, mais avec une deuxième vague. Enfin, c'était assez bizarre. C'était vraiment bizarre. Et au final, Et ils sont vraiment revenus ou pas? aucun n'est revenu parce que 6 mois plus tard, finalement, on a revu nos investissements. Maintenant, on n'est que core business et tous les trucs autour, on les a abandonnés. Ce qui est vrai, parce que du coup, après, j'ai enquêté en interne parce on a des partenaires qui nous ont dit non, c'est vrai, ils ont coupé tous les trucs hors core business et ils se sont recentrés. OK. D'autres qui n'avaient pas de go de leur direction, finalement, la direction n'a pas dit go. Alors, et depuis, d'ailleurs, la direction nous a recontactés en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce dossier? Parce qu'en fait, c'est vachement bien. Depuis le Covid, ils se disent mais en fait, c'est quoi, on aurait dû y aller. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je Bien vous fait dise? pour vous. Ouais, tant pis. Mais ouais, c'est Et une là, tristesse. du coup, cette levée-là, donc t'as permis de faire ce que tu avais prévu de faire, mais tu vas avoir à nouveau besoin de fonds, tu penses, ou tu penses que ça va suffire pour tes objectifs pour le moment en tout cas? Alors, dans le cas, la levée nous a permis de déployer la stratégie qu'on avait prévue. Après, on est toujours dans de la startup et dans de l'incertitude. Donc, naturellement, quand on a une stratégie, tout ne marche pas. Donc, on a eu des trucs qui ont complètement floppé. Donc, on a fait des pivots. Donc, il y a des trucs qui ont marché et mais qui n'ont pas fait de chiffre de fou, mais qui, par contre, nous ont ouvert d'autres perspectives qui font qu'aujourd'hui, on a des super perspectives par rebond. Mais c'est vrai que sorti de la levée, on avait une stratégie, on a fait tous les investissements qu'on voulait, on a dépensé l'argent. C'est souvent un problème dans les levées de fonds, c'est que les gens, une fois qu'ils ont les fonds, après, ils ont peur de les dépenser. Soit ils les dépensent comme des porcs et super vite et ils crament tout, soit ils n'osent pas les dépenser, ils essaient de se vendre, de s'acheter une immunité pendant 10 ans. Et du coup, les investisseurs, ils ne reverront jamais rien, parce que si on ne dépense pas, on n'investit pas, donc on ne peut pas faire de la croissance. Et nous, on a vraiment joué le jeu, on a appliqué, on a suivi notre roadmap, on l'a super bien faite, on a dépensé juste ce qu'il fallait. Enfin, mais par contre, la roadmap qu'on avait convenue avec les investisseurs, elle n'a pas payé autant que prévu. Et donc, on a eu un pivot, on a eu 2 pivots. Mais heureusement, comme on avait levé aussi plus que nécessaire, on a pu financer ces pivots, donc on n'est pas mort. Et on est aujourd'hui dans un super trend. Aujourd'hui, on a une super croissance et on a des perspectives commerciales de ouf. Enfin, et on est en train de chercher à l'international. Enfin, et ça, c'est grâce au fait que on avait levé plus que nécessaire, que les investisseurs nous ont fait confiance et après ne nous ont pas non plus serré la vis sortie. On a été très proactifs, on a quand même tissé beaucoup de confiance. Cette levée de fonds, elle a quand même tissé vachement de confiance. Et ça, c'est vraiment le maître mot dans une levée de fonds. Et ça a fait que derrière, dans la gestion au quotidien, et même quand il y a des galères, on est très transparent et du coup, on construit ensemble et on continue à avancer. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on est très content de nos investisseurs aujourd'hui. Très content. Et du coup, t'as peut-être éludé la question ou t'as pas. Du coup, est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin de nouveaux fonds, tu vas relever ou tu vas faire autrement? Comment tu vois les choses maintenant? Pour l'instant, on a assez d'argent pour pouvoir venir pendant encore un bon petit bout de temps. Donc, et ensuite, on aura sûrement besoin de fonds à un moment parce qu'on essaye. Enfin, là, l'objectif en ce moment, on est en train de se structurer pour scaler. Et donc, pour scaler à un moment, tu scales pas vite si t'as pas beaucoup J'imagine d'argent qu'un en million, caisse. c'est un peu léger pour attaquer Disney, non? Voilà. Donc, mais c'est de scaler sur plusieurs pays. Et donc, ouais, il faut avoir beaucoup de fonds si on veut faire plusieurs pays en parallèle. Et donc, le moment là, on est en train de se structurer pour un premier, mais si le résultat est là, effectivement, on ira chercher des fonds. Ou alors, on aura un partenaire qui viendra mettre des fonds, car il faudra faire rentrer de l'argent pour aller financer un Non, mais déploiement c'est vrai que la rapide. problématique que tu dois avoir, toi, si tu veux attaquer un nouveau pays, c'est qu'à chaque fois, il faut une équipe qui crée le contenu dans le pays en question. Tu peux pas te permettre de. Enfin, ça s'improvise pas, quoi. C'est pas un truc qui se scale si facilement que ça, je pense. Ou alors tu fais Oui, simplement la traduction éventuellement, mais je sais pas si c'est suffisant. on n'est pas une appli où il y a juste besoin de la traduire et c'est parti. Nous, il faut qu'on adapte nos histoires, nos contenus.
Donc ça, Eh c'est un oui. coût, ça demande du Chaque temps. culture est Euh, différente, ouais, c'est ça. et il faut derrière qu'il y ait une structure logistique locale. Il faut qu'on puisse produire les courriers et les recevoir là-bas. Il faut qu'on ait des gens pour lire les courriers des enfants, donc dans la langue. Donc oui, tout ça, on est capable de le scaler. On n'est pas encore nous. La scale, c'est aussi une recherche de business model scalable. Donc on a vraiment des métriques qui on est passé à des taux. Voilà, notre vitesse d'exécution et notre manière de gérer le business c'est hyper améliorée et on est vraiment sur une phase de scaling et on cherche à l'atteindre vraiment la pure scalabilité. Mais c'est vrai qu'en termes logistiques, enfin, déployer des pays, ça demande des ressources, ça demande d'avoir des équipes, ça a un coût. Et ça, voilà, faudra le financer effectivement. Mais ouais, ça, on est assez serein. En vrai, si la première étape là, qui vient de stratégie se fait, je pense que ce sera pas très compliqué d'aller chercher des fonds quand on a une traction de folie et une perspective et un business qui tourne, d'aller chercher des fonds pour dire, bah, on a un pays qui s'est ouvert, regardez le chiffre, laissez-nous ouvrir 10 autres pays et on fera 10 fois le chiffre. Bon, je pense que ça, c'est une histoire qui se vend assez bien. Non, mais complètement. C'est sûr qu'une fois que tu as fait ta première levée correcte et que tu as prouvé à peu près à tout le monde que tu peux atteindre des objectifs que tu t'étais fixés et que tu as une ambition importante et une vision, une bonne équipe, je pense, et j'en suis assez convaincu, en tout cas pour avoir vécu plusieurs fois, que c'est plus simple, entre guillemets, de faire ta deuxième levée, de faire ton déploiement un peu à l'international, même si ça crée évidemment d'autres problèmes. On va pas se mentir, hein, c'est pas si simple que ça en réalité. Mais par contre, ça crée des. Puis même, aussi, je me mets d'un point de vue investisseur, quand la personne te dit, bon, bah voilà, j'ai réussi en francophonie ou en France tout court, maintenant je veux aller développer le marché anglophone, tout de suite, ça fait rêver aussi, quoi. Même du point de vue investisseur, je pense. Après, pour moi, je pense que c'est vraiment des phases d'investissement qui sont différentes. La première phase de levée qu'on a faite, c'était très venture, il y a beaucoup de risques et on investit sur une potentialité. Alors que là, une fois qu'on a développé, on a, on va dire, on a prouvé un modèle et qu'on demande juste de le dupliquer, en fait, c'est de l'investissement au développement. Et la part de risque, il y en a toujours, hein, mais c'est pas la même, elle est moindre, et donc on peut aller chercher plus facilement des fonds et même des plus gros fonds, d'ailleurs, enfin des plus gros montants. Ouais, bah bien sûr, tu vas pouvoir faire tes séries B, etc. Et pas Série A. encore, hein, on touche du bois. Non, je sais qu'on est encore loin. Non, mais c'est pour dire pour plus tard, quoi, quand tu seras encore plus gros. Bon, bah, c'est cool tout ça. Bah, c'est une bonne, en tout cas des bonnes nouvelles, parce que nous, bon, bah, pour dire rapidement, ça fait 2 ans et demi, ouais, 2 ans qu'on se connaît à peu près. On s'était rencontrés à Boston à l'époque. Il y avait plusieurs entreprises et t'en faisais partie aussi. Et c'est intéressant de voir que bah, les choses évoluent dans le bon sens. Et j'ai hâte de voir ce que va devenir Epopia. Et c'est intéressant, quand on voit l'objectif final, on se dit, putain, il y a du lourd à envoyer, hein. On va voir ce que ça va donner. Il y a On peut quelques années de conquérir le boulot monde. encore, hein. On va essayer de conquérir le monde. Ouais. Conquérir le monde et attaquer des très très gros du marché, je pense que ça doit être assez excitant aussi pour toi et pour tes équipes, quoi, d'avoir cette ambition-là. Nous, ça, c'est un peu le truc qui nous drive. Pour ça qu'on a beaucoup d'ambition, c'est que en soi, le projet déjà de base est hyper intéressant. Donc très vite, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on fait, c'est trop beau, c'est un effet trop puissant. Parce que enfin, dans les familles, pour les enfants, c'est vraiment un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf à vivre à la maison. Et voilà, on a des tonnes de témoignages, les gens, enfin, ça pétille partout, il y a des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est trop beau pour le garder que pour une minorité. Donc il faut absolument qu'on l'offre au monde entier. Et pour nous, d'aventure entrepreneuriale, le fait de monter une boîte, de la passer de 3 à 20, puis de la passer à l'international, puis d'aller sur des. Enfin, ça fait aussi partie de ce qui nous drive, de se dire, à chaque étape, on arrive à quelque chose, c'est quel est le défi d'après, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau et comment est-ce qu'on va ressortir encore plus intelligent avec encore plus d'expérience et qu'est-ce qu'on va vivre qu'on n'a pas encore vécu. Et ça, c'est un peu aussi une drogue dans l'entrepreneuriat. On veut aller, une fois qu'on a atteint, j'espère un jour d'avoir un grand plateau avec 30 salariés et qu'on fasse 1 million de chiffre d'affaires ou 2 millions de chiffre d'affaires. Et une fois que tu l'as atteint, bah en fait, maintenant, je rêve d'aller à l'international et d'avoir. Parce qu'en fait, tu veux aller voir jusqu'où l'aventure te mène. C'est un peu ça, moi, qui me guide. C'est jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller avec ça. Ouais, ça devient quasiment un jeu en fait. C'est une forme de jeu. C'est de dire, bah voilà, j'ai battu le premier boss, j'aimerais bien aller au level 2 et voir ce qu'on peut faire, quoi. Sauf que c'est un jeu où tu fais tapis à chaque fois. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu remets ta boîte en jeu. Ça, C'est c'est vrai. très bien écrit dans le bouquin de. J'oublie sur son nom. Il m'avait dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. Ah oui, oui, oui. Euh, Mark Twain, non? C'est ça? Non, c'est le français, Ah, je la sais ligue plus. française. Ah, je n'ai plus les mots en tête. Bon, bref, Je dois pas être quelque grave. part derrière moi. Mais en tout cas, il disait voilà, j'atteins 20 millions de chiffre d'affaires, et bah, je pourrais avoir un business bien, et moi, j'ai pas envie de faire un business à 20 millions. Donc, je pivote, je perds tous mes clients à 20 millions, mais j'essaie de faire un business à 200 millions. Et c'est comme ça qu'il a créé une unicorn. À un moment, il faut aussi savoir faire all-in et essayer de passer à l'étape d'après.
Donc, c'est un jeu quand même dangereux. Il faut avoir, Ah, bien voilà, sûr. faut être prêt à jouer. Alors, nous, pour l'instant, ça reste du déploiement du même système. Et donc, on n'est pas encore à ce jeu-là. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore comment est-ce qu'on réagira le jour où on aura ce genre de choix à faire. Exactement. Bon, bah super. Bah écoute, merci Rémi pour cette interview. C'était vraiment super intéressant d'avoir un peu ton avis réel et sans bullshit, on va dire, sur ta levée de fonds et ton Rien aventure. caché. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, il faudra que tu revoies un peu tes chiffres, parce que ça la fout mal quand même. Non, mais c'était vraiment intéressant. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté ce petit rendez-vous. Où est-ce qu'on retrouve Epopia si on est intéressé en tant que client potentiel? Epopia.com. Sur Internet, sur Google, vous tapez Epopia, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour nous trouver. Et d'ailleurs, pour info, si vous êtes un peu curieux, essayez de trouver Rémi sur TikTok. Vous allez voir, c'est assez fun ce qu'il fait. Je teste, j'essaie de comprendre, c'est tout. Bon, merci Rémi, c'était vraiment cool. À très vite. À très vite, merci beaucoup. Voilà, c'était vraiment super intéressant d'avoir Rémi Perla d'Epopia. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Il a été clair, honnête, précis. Il a rien caché. Ça, c'est plutôt cool. Merci à vous de suivre toujours plus nombreux le MSB Show. C'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions à poser à Rémi ou à moi-même. On y répondra avec plaisir. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine semaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, donc on a créé pas mal de nouvelles choses sur montezsonbusiness.com. Allez voir. En ce moment, j'accompagne pas mal de startups et d'entreprises qui cherchent à lever des fonds, qui cherchent à se développer à l'international. Si vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez sur mon site, il y a pas mal de possibilités de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. C'est sans engagement, on en discute tranquillement, de manière privée, bien entendu, et on voit ce qu'on peut faire. Merci à vous et à très vite. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à très vite.